Ah là là, les gars, cette semaine, c'est la semaine que l'on attend chaque saison. Chaque saison, on se dit, et si c'était la bonne année, et si l'Olympique de Marseille, dans ce classico, allait pour une fois retourner la vapeur, et si les hommes de Roberto De Zerbi allaient nous faire un peu du Tudor en Coupe de France. Avant tout ça, j'accueille mon ami de toujours, El Gringo. Comment il va, mon ami? Écoute, ça va bien pour ce début de semaine, comme tu le dis, toujours palpitante. On a hâte d'y être, on a hâte de faire cet avant-match, surtout qu'en plus, aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est ton anniversaire. Donc, j'en Ah, c'est profite vrai, c'est vrai. pour te souhaiter un joyeux anniversaire en Ben, cette semaine de merci, merci. Classico. Ah, ben là, je précise que Pelé n'est le même jour que moi. Là, il a eu énormément de chance. Bon, on n'a pas eu la même carrière, mais il a eu énormément de chance. Avant d'accueillir notre invité, parce que, eh oui, les amis, on a le droit d'inviter un Parisien pour un classico. Je sais, ne commencez pas à vous enflammer, c'est quelqu'un de bienveillant. Avant tout ça, petit jingle, et on se retrouve pour accueillir notre invité. Ah, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Et le voici, le Coro, l'international parisien. Oh là là, les supporters Salut. marseillais, je les sens derrière, mon ami Coro, je les sens. Ils sont chauds pour ce classico. Comment il va, Coro? Déjà, dis-nous, qui est Coro? Qui est cette chaîne? Vraiment, on Écoutez, a apprécié, nous. On apprécie énormément ce que tu fais. déjà salut à Bilal et à Naïm. Merci infiniment pour votre invitation et bienvenue à tout le monde sur cette vidéo. Très heureux d'être là et bon, moi c'est Coro Foot, petite chaîne football, on parle de foot, du PSG, mais pas que, hein. On fait aussi beaucoup de Ligue 1, on parle un peu du foot européen et on essaie de parler, voilà, avec objectivité, dont de l'OM. Eh oui, on parle aussi de l'OM sur une chaîne où il y a quand même du PSG et voilà quoi, c'est, avec grand C'est ta plaisir que je petite suis ici spécificité. et Coro, c'est ta de petite quoi? spécificité, parce que c'est Naïm Ouais, qui voilà. t'a découvert, et Naïm me dit, c'est surprenant, il a un bon angle, il parle du PSG, mais aussi de l'OM. Alors, quand est-ce que tu t'es mis à te lancer sur ces vidéos-là, et à quel moment tu t'es dit, pourquoi je parle que du PSG, pourquoi je ne parlerai pas de l'OM? Alors je vais vous donner une anecdote assez dingue. Alors je me suis lancé l'année dernière et il faut savoir que le tout premier débrief de match que j'ai fait, c'était un débrief de l'OM. Eh oui, Incroyable, c'est pas une incroyable. blague. Il Donc ne se cacherait pas un petit supporter de l'Olympique de Marseille à l'intérieur de ton petit cœur de supporter bon, parisien? est-ce que tu penses qu'un Marseillais aurait ça derrière lui? Ah, non. Non, mais Honnêtement. tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, il y a certaines personnes qui, toute leur vie, ont été avec des femmes, et un jour se sont levés un matin, je dis, si, pourquoi j'essayerais pas un homme, Ouais, tu vois? pourquoi pas. Non, mais c'est j'aime beaucoup le foot, vraiment le foot dans le Ah, sens je comprends. global et s'intéresser à Marseille en France, c'est normal. Tu vois, pour moi, si on aime le foot et on aime la Ligue 1, il faut s'intéresser à l'OM. Et ben, écoute, c'est je pense, à part le PSG, c'est le club que j'ai le plus suivi en France, depuis quelques temps, avant même YouTube, donc c'est super intéressant de voir en plus l'évolution. Je m'en suis jamais caché. L'évolution marseillaise avec le mercato qu'il y a eu, les changements même de politique, c'est intéressant, tu vois, factuellement, qu'on supporte le PSG ou non. Donc voilà, on est là et honnêtement, je le dis sincèrement, parmi les équipes que je suis en Europe, l'OM, c'est vraiment une des équipes les plus intéressantes. Donc c'est amusant, si tu veux, de prendre le recul et se dire: «Bon, comment joue ce Marseille-là? Comment ça va évoluer et tout?» Donc voilà, c'est cool. Et même Écoute, pour la rivalité, je préfère un OM qui va bien pour la rivalité PSG-OM et même OM-Lyon et cetera, quoi. ça tombe bien, Voilà. Naïm, nous, on préfère un PSG qui va moins bien pour avoir une vraie rivalité, parce que sur ces dernières C'est sûr. années, on a souvent été malheureusement proches parfois, très très proches, et parfois si loin en même temps. Comment tu vis, toi, mon ami El Gringo? Comment tu vis un peu cette semaine de Classico? Est-ce que tu es stressé? Pas encore, ça va arriver doucement, mais oui, c'est la vraie question, c'est ça, c'est de savoir où on en est par rapport à ce Paris Saint-Germain. En termes de joueurs bruts, de valeur brute des joueurs, c'est clair que je pense que l'écart n'a jamais été aussi réduit. Maintenant, on sait que la qualité individuelle des joueurs, ça ne fait pas tout. Ils ont de l'avance sur nous en termes de vécu, énormément d'avance. On a une équipe qui commence à peine. Certains comme Rabiot ont eu leur première titularisation ce week-end. Donc voilà, cet écart-là, il est réel. Maintenant, c'est un écart qui peut être comblé avec d'autres valeurs, en particulier au Vélodrome, mais il va falloir mettre les bons ingrédients, comme il y a un certain match où on était tous les deux il y a 2 ans avec Igor Tudor. Ah ben écoute, ça tombe bien que tu parles en plus de joueurs. J'aimerais moi avoir ton ressenti, Coro, toi supporter
parisien, quand tu vois Adrien Rabiot apparaître à l'aéroport de Marignane, Arrête. tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Titi parisien? En vrai, c'est aujourd'hui un joueur qui est honnêtement blacklisté. Je pense que vous vous en doutez, mais je vais pas dire que les gens s'y attendaient parce que Marseille qui recrute Adrien Rabiot, Rabiot qui décide d'aller à l'OM, bon, on s'y attend pas initialement, mais bon, l'histoire, elle avait, très, très mal terminé, hein, je pense que vous le savez. Il y a eu des dossiers, que le PSG a, voilà, plus ou moins gérés, bon, d'une certaine manière et ouais, Rabiot, et le PSG quand tu as une rupture aussi totale, bon, voilà, disons qu'aller à l'OM un jour, bah, pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? C'est pas comme, je sais pas, un joueur Verratti. Si tu me dis que Verratti va à l'OM, tu vois, je comprends plus rien là, mais c'est pas possible. Mais Rabiot, bon, mais par contre, vous en doutez, hein, c'est plus un joueur qui est aimé là. Mais À avant Paris, avant qu'il signe à Marseille, vraiment, si tu te reprojettes au moment où il quitte le Paris Saint-Germain, ouais. toi, dans ta vision des choses, tu es plus à te dire c'est Rabiot qui a abusé, la manière dont il a fait traîner les choses, etc., pour partir libre, ou de te dire c'est la direction qui a mal géré son cas et il a bien fait de partir dans ces conditions-là? Alors, sincèrement, je mettrais, quand même les choses, sur le dos, même si c'est pas toujours à 100 de la direction. Mais parce que le dossier Rabiot, c'est pas un dossier qui est unique. Vous le voyez au PSG, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de dossiers où bon, en fait, tu dis, s'il y a pas de guerre, c'est que ça va pas. Il y a toujours des guerres entre les clans des joueurs et le PSG et bon, cette époque-là, elle était sombre. Les désaccords entre le clan Rabiot, la mère, le PSG, machin. C'est une catastrophe et rien que vous connaissez le dernier dossier le plus chaud du PSG, c'était le clan Kylian Mbappé et le PSG. Ce club, factuellement, Paris a été géré, bon, d'une manière, voilà. Il y a eu des bonnes choses, notamment financièrement parlant. Enfin, voilà, le club a complètement explosé. Mais ouais, quand tu donnes beaucoup, beaucoup de pouvoir à certains, quand tu donnes beaucoup d'importance même au-delà des joueurs, au clan, à la famille et tout, quand tu peux potentiellement, exploiter, mentalement les gens, enfin, il y a de la pression, il y a des trucs et ça fait qu'il y a cette image de PSG, club toxique, machin à l'intérieur. Les factuellement, je peux pas le nier. Il y a des choses qui vont mal. Il y a des choses qui ont été mal. Il y a des choses qui ont été bien. Il y a plein, plein de joueurs, plein de clans où voilà et tout s'est passé, du mieux que possible. Mais bon, quand l'ego rentre trop en jeu, Mmh. après voilà, ça déborde quoi, ça déborde de fou, tout simplement. Où est-ce que toi, Coro, où est-ce que tu situerais Ouais. cette version 2024-2025 du Paris Saint-Germain par rapport à tout ce qu'on a connu du PSG, aussi bien dans le jeu que dans l'ambiance, que dans l'ambition. Est-ce qu'on peut parler de phase de reconstruction côté parisien? Nous, on a l'habitude, ça, Ah Marseille, de ouais. reconstruire, hein. Mmh. C'est vraiment une super bonne question et ça fait vraiment beaucoup débat parce que vous voyez, on n'aime pas utiliser le mot de reconstruction pour une équipe qui a investi autant. Vous comprenez? Parce que factuellement, quand tu prends les dernières saisons depuis je sais pas combien de temps, allez, tu as quoi? Tu as investi 800 millions d'euros. Tu te retrouves aujourd'hui, saison 24-25 à dire: «Je reconstruis». C'est bizarre, mais dans les faits du terrain et même du visage de l'effectif, c'est-à-dire un effectif très, très jeune, qui manque de cadre, qui manque d'expérience, tout ça indique une nouvelle phase et j'aime bien dire que c'est un peu le sorte de QSI 2.0, si on considère que depuis 2011 à la fin de Kylian Mbappé, c'était le 1.0, même si bon, on pourrait le séparer autre chose. Mais oui, je pense que c'est une phase de reconstruction, c'est malheureux parce que normalement, quand tu as autant d'argent, quand tu peux autant investir, tu es pas censé te retrouver dans cette situation. J'indique quelque chose, le PSG aujourd'hui a été en phase de déclin. Comme vous le dites, l'OM est un peu plus, comment vous dire? C'est plus serré entre l'OM et le PSG qu'il y a 3, 4, 5 saisons, vous voyez? Mais ceci, normalement, n'aurait pas dû avoir lieu si le PSG avait bien bossé et le déclin du PSG, il a continué, continué. Des salaires, 30 000 000 à Ramos, machin, qui arrive à 35 ans, enfin n'importe quoi. Des clashs, en voiture en voilà avec plein de joueurs, avec plein de clans. Tu es obligé de liquider, tu as des joueurs qui partent libres, tu refais un effectif avec un nouveau coach, mais tu prends beaucoup, beaucoup de jeunes pour bâtir l'avenir. Ouais, aujourd'hui effectif, bah, moins qualitativement fort, quantitativement également plus léger.
Ouais, c'est phase de reconstruction, mais qui n'aurait pas dû avoir lieu, normalement. Ça aurait plus, dû être, un modèle à la City, qui voilà, City n'est pas en reconstruction aujourd'hui, vous voyez bien. C'est juste une équipe qui est forte et qui continue d'être forte. Mais écoutez, les mauvais choix, aujourd'hui, je vous donne, 10 millions d'euros. Bon, vous êtes content. Si vous les investissez dans le casino et que vous finissez à 0 demain, c'est pas utile. Mais si avec ces 10 millions-là, vous investissez, plein de choses, vous créez «un empire» entre guillemets, bah, c'est mieux. Et voilà, c'est un peu le PSG. Un enfant qui a beaucoup d'argent, bam, 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 je balance, balance, balance et voilà le résultat. Donc aujourd'hui, ouais, pour conclure, reconstruction, pas désirée, je pense et voilà, on fait comme ça, hein. J'ai développé la réponse, hein. Naïm, est-ce que Ouais. c'est pas plus difficile, on l'a vu même à Marseille, même dans beaucoup de clubs français, est-ce que c'est pas plus difficile de construire quand on a un budget illimité? Quand je dis construire, c'est-à-dire rendre quelque chose périn. Les clubs qui ont eu beaucoup d'argent, c'est plus difficile d'avoir de bonnes idées quand on a beaucoup d'argent, finalement, que quand on a moins. Est-ce que toi aussi, tu as ce ressenti en te disant, même avec des millions, il y a beaucoup de clubs comme Chelsea, je crois à l'époque, hein, comme même Chelsea maintenant, hein, qui dépensent énormément d'argent, mais finalement qui n'a pas de fil conducteur et qui a du mal à s'imposer dans le giron des top 4, top 5 clubs européens. Et pourtant, il a un budget aussi puissant que celui du Paris Saint-Germain sur les 4 ou 5 dernières années. Je pense que c'est plus qu'une question d'argent, c'est une question de compétence. Voilà, si tu as des dirigeants compétents, tu es performant. Si tu les as pas, tu l'es pas. Mais tu peux avoir des dirigeants compétents et ne pas être performant parce que tu n'as pas assez de moyens. À l'inverse, si tu as des dirigeants performants et que tu as des moyens, tu as forcément des résultats. Donc Paris avait quand même un énorme avantage. Quand on parle de Paris, quand même, on sous-estime le fait que c'est pas juste avoir des moyens, c'est peut-être les gros moyens de l'histoire du football ou pas loin. Donc, je rejoins totalement Koro. C'est pas normal d'être en phase de reconstruction. Et pour répondre à ta question, ben non, je pense pas malgré tout quand tu arrives dans ces domaines-là, dans cet ordre de grandeur-là, des moyens de Paris. Là, non, c'est pas excusable d'avoir les résultats qu'ils ont eus. C'est masqué par l'énorme différence qu'il y a en Ligue 1, qui leur permet d'avoir beaucoup de titres en Ligue 1. Mais si on se projette vraiment sur le parcours européen de Paris depuis le QSI, on peut dire que c'est largement insuffisant. Il y a eu une finale et une demi-finale en période de Covid, donc un peu atténuée par le fait qu'il n'y avait pas de supporters, etc. Et donc une autre demi-finale l'an dernier, si je ne me dis pas de bêtises, ce sont les seuls. Sinon, ils n'ont jamais passé l'écart. Pendant plusieurs années, ils n'ont pas passé les huitièmes. Donc non, je pense qu'avec ces moyens-là, tu te devais gagner avec des champions. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment, il n'y en a qu'un qui gagne chaque année, donc c'est compliqué. Mais tu te devais d'être dans une meilleure situation que celle dans laquelle ils sont aujourd'hui. La situation, regarde, Koro, hein, j'ai mis quand même le classement en Ligue 1 actuellement. Et est-ce qu'on peut, avant d'aller dans l'analyse tactique, après les gars, vous inquiétez pas, on va aller voir un petit peu, on va aller trifouiller un petit peu dans la vidéo pour voir ce que donne cette version 2024-2025, pour voir les forces et faiblesses. Mais quand je regarde ce classement à la 8e journée, bon, sur 24 points possibles, Paris en a pris 20, 6 victoires, 2 matchs nuls, 25 buts marqués, donc la meilleure attaque de Ligue 1. 8 buts encaissés, on est loin de la meilleure défense de Ligue 1. Donc, il y a énormément de buts encaissés par ce Paris Saint-Germain-là en 8 matchs. Ça fait quasiment un but par match. Est-ce que ce PSG-là, tout à l'heure, on a parlé de reconstruction, est-ce que tu vois, toi, en ce début de saison, une montée en puissance du Paris Saint-Germain? La question est à moi, hein. Oui, OK. ouais, c'est pour toi. Alors, il y a pour moi, un jeu qui est plus assumé, plus clair, au niveau du projet purement du jeu, vous voyez? Ce qui était vraiment reproché et ce qui est lié au déclassement du PSG ces dernières années, les airs Pochettino et Galtier ont amené dans un marasme où tu savais pas c'était quoi cette équipe. C'était pas une équipe, mais juste des joueurs ensemble, voilà, qui se débrouillaient. Aujourd'hui, il y a une progression au niveau du jeu. Au niveau de l'intention de l'équipe, j'ai envie de vous dire et du fait que c'est une équipe de foot. Mais je pense qu'on l'abordera après dans l'aspect tactique. Il y a des faiblesses réelles, concrètes. Déjà, c'est un des PSG les plus fébriles derrière, sous QSI, hein, peut-être le plus fébrile et au-delà de ça, le football et le jeu, c'est bien, c'est même très, très bien. Le réalisme, c'est mieux et le réalisme en Ligue 1, on va en parler évidemment, en Ligue des Champions aussi, mais le réalisme, c'est un tout, c'est également le réalisme défensif. On va parler de votre gardien notamment et pour répondre à ta question, il y a une progression sur certains aspects, mais pas sur tout.
notamment, enfin, on va l'évoquer, je n'ai pas envie de trop développer, on le verra bien. Bah, On le verra tu bien. sais quoi, Naïm, j'ai mis une image Ok. qui parle parfois plus que des mots Ouais, sur voilà. cette image. Voilà. Ce Paris Ligue des Champions, je crois qu'on est quasiment sur l'équipe qui a le plus gros taux d'expected goal en ce Ouais. début de saison. Donc, en gros, on voit 5 grandes chances. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. 5 grandes chances, c'est que C'est ça, c'est ça. c'est des grandes opportunités de marquer, 26 tirs au total. Donnarumma, ben, sur 2 tirs, il prend un but. Énormément de redoublement de passes, énormément de pressing, énormément de pression face au PSV. Moi, j'ai regardé le match hier, Naïm, et je me suis dit, comment ce PSG peut se dire un instant, je peux être capable d'embêter des top équipes européennes quand ma ligne de 3 offensive et même mes remplaçants n'ont jamais individuellement dépassé entre 10 et 15 buts, et c'est uniquement pour Kolo Muani, que ce soit pour Dembélé, Barcola ou autre. Il n'y a pas finalement de tueur. Hier, quand on voit le match, normalement c'est 2-0 au bout d'un quart d'heure, et Paris déroule, il en met 4, un but peut-être du PSV, et l'affaire est pliée. Est-ce que Naïm, pour toi, sur le match qu'on a pu voir hier, nous on l'a vraiment bien observé, parce que c'est un match qui nous a fait un peu penser à Rijon, sauf que PSV est peut-être meilleur que Rijon dans l'utilisation du ballon, mais Paris a peut-être mieux joué que face à Rijon, mais il y a un défaut de talent individuel offensif. Et Naïm, est-ce que tu penses que ce défaut-là peut être gommé dans la saison? Oui et non. Il y a 2 cas très distincts. Un, Barcola, sur qui on reviendra un peu plus tard, et les autres attaquants. Est-ce qu'un Dembélé peut faire une saison à 20 buts? J'y crois pas, parce que il a toujours été comme ça. En fait, on découvre pas que Dembélé est maladroit dans le dernier geste aujourd'hui. Ça a toujours été son cas. Kolo Muani, c'est à peu près le même profil. C'est pas très fin techniquement. Finalement, c'est des joueurs qui ont des énormes capacités athlétiques. J'irais presque jusqu'à dire, en grossissant le trait, et là j'exagère volontairement, que Dembélé n'est pas spécialement technique. Il a un coup de rein tellement exceptionnel qu'il peut figer n'importe qui. Il peut passer n'importe quel joueur sur place, mais finalement, dans tout ce qui est prise de balle, passe courte, passe longue, choix, c'est pas bon, c'est même faible. Et dans la qualité de frappe, c'est à peu près pareil. De temps en temps, il va réussir une frappe, mais globalement, le nombre de frappes qu'il rate, c'est impressionnant. Donc, je ne pense pas qu'il s'améliore énormément dans ce domaine-là. Par contre, par moment, ils ont tellement de qualités individuelles qu'ils arrivent à créer un tel décalage que le joueur ne peut plus rater l'action à la fin. Et puis, il y a le cas particulier Barcola, dont on va parler un peu plus tard, qui lui, pour le coup, il y a plus de doutes positifs dans sa capacité à marquer beaucoup de buts. Coro, même ressenti pour toi sur ce manque d'inefficacité finalement, qui n'était pas un problème parisien. Ça n'a jamais été le cas, parce que tu avais Messi, tu as eu Neymar, tu as eu Mbappé. Ouais. Donc, tu as eu Zlatan En fait, vous Ibrahimovic. savez, c'est ce qui est intéressant avec ce PSG-là, c'est qu'il y a un problème inverse par rapport à la saison dernière, où il y avait quand même Kylian Mbappé, qui était le tueur de l'équipe. Donc, le PSG, en tant qu'équipe, a eu des phases bonnes, mais dans les grands moments, contre une grosse adversité, bon, le jeu, le collectif global, il y avait un vrai déséquilibre, c'était très, très compliqué. Et c'est ce qui a fait rager pas mal Luis Enrique à cause de la présence de Kylian. Cette saison, c'est mieux dans le collectif, globalement, mais le souci d'efficacité, il est réel. Dembélé, c'est un joueur qui peut être maladroit, frustrant et tout. Je suis vraiment d'accord avec Naïm sur ça. Et Barcola, je suis également d'accord. Ce qui est assez dingue, c'est que on va le voir après, le jeu du PSG tend naturellement à droite à cause du rôle d'Hakimi, contrairement au rôle de Mendes qui est différent. Et c'est une frustration pour beaucoup de Parisiens parce qu'on se dit que Mendes, c'est peut-être globalement un joueur qui, quand il contribue offensivement, un des meilleurs au monde, hein, littéralement. Et avec Barcola, ça pourrait vraiment faire des ravages absolus, mais le jeu est à ta droite, Barcola est très esselé à gauche, donc il peut faire des matchs où il est absent. On a déjà eu au PSG cette saison des matchs où Barcola, tu le vois pas vraiment. Et ce souci d'efficacité, il est dû, oui, à la qualité intrinsèque de la finition des joueurs, notamment Dembélé, mais je pense qu'il est également dû à la manière de jouer de ce PSG. Et on doit évoquer l'avant-centre où Le non Luis avant-centre. Enrique, bon, ouais, voilà, le fameux Luis Enrique, bon, disons que Asensio lit le suffit, quoi, apparemment. Mais il faut un tueur. Il faut un tueur. Ça, en plus, un tueur, ça
allégerait, si vous voulez, un peu plus le travail de Dembélé ou Barcola, qui auront moins cette pression à marquer. De base, ce sont des ailiers. Leur but, c'est de créer du danger, un décalage, je sais pas, percuter, comme tu l'as dit, un coup de rein, et contribuer voilà, offensivement. Mais il faut quelqu'un où son but, c'est vraiment avant tout de marquer. Ce qu'il y a beaucoup moins dans ce PSG-là. Voilà. Naïm, tu as travaillé la vidéo, il nous a parlé du rôle et du jeu de positionnement. Moi, supporter marseillais, quand je vois Nuno Mendes à gauche, Achraf Hakimi à droite, je me dis, mais à quel moment vous ne jouez pas à 3 derrière et avec les pistons qui me massacrent le couloir et qui a les 2 meilleurs pour moi latéraux au monde, et Achraf Hakimi est de très 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 loin le meilleur latéral droit au monde, et quand je dis de très loin, pour moi il est de très 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 loin. Il est formidable, hein, il est formidable. C'est le danger numéro 1 de ce Paris Saint-Germain, aussi bien offensif que même quand il doit défendre, il est très dur à passer, il a une qualité de percussion, de vitesse, d'explosivité, c'est le joueur parfait à droite. Et Nuno Mendes, Naïm, qualité d'explosivité hors norme, vitesse hors norme. Vitesse hors norme, même qualité de pied de très bon niveau. Il est capable d'envoyer des centres. Le centre qu'il met à Dembélé, il est quand même incroyable. Depuis le début de l'année, on le voit mettre des frappes extraordinaires. C'est des reprises de volée. Non, clairement, c'est totalement ce qu'on a voulu mettre en évidence. Donc, il y a tellement de choses à dire sur le Paris Saint-Germain. On n'a pas pu parler de tout. Effectivement, on aurait pu parler du fait qu'il jouait sans avant-centre et du manque de présence, du coup, par moment en finition. Bon, on a commencé par parler vraiment du positionnement, et là, ça rejoint totalement ce que disait Koro. Sur les sorties de balles, ils sont très souvent à 3 derrière. Bon, là, c'est Neves qui a cette position à gauche, mais c'est souvent Mendes, justement, ce qui est, je trouve, et c'est ce que tu disais, très dommage, puisqu'on n'exploite pas ses capacités quand il est en position de stopper gauche. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, et là, c'est pour ça que j'ai insisté sur le match de Nice, parce que pour moi, la première mi-temps de Nice, c'est ce qui s'est fait de mieux contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est réduire un maximum les espaces pour les milieux de terrain. On sait que Paris a des milieux de terrain très forts techniquement. Ils naviguent en général entre 4 joueurs pour 3 postes. Mais les 4 ont des qualités communes, même si Ruiz diffère physiquement. C'est qu'ils sont très très bons techniquement, très bonne qualité technique, qualité de passe, mais qu'ils n'aiment pas se faire bousculer. Et le fait d'avoir cette énorme densité, ça permet de réduire leur mouvement. Ça a énormément gêné Paris. Et là, même, on voit sur cette phase de relance, même parfois, Nice est monté assez haut pour les gêner. Là, le bloc est vraiment très haut, avec un risque, parce qu'on a un joueur comme Dante qui est lent derrière. Et on a isolé ce que tu as très bien expliqué, Koro, c'est le rôle de Hakimi. On voit qu'Hakimi, il est très très haut sur le terrain, il est quasiment en position d'ailier. Si tu regardes bien, c'est le 2e joueur le plus haut sur le terrain, côté parisien. Et c'est le danger numéro 1 parce qu'il a trop de capacités athlétiques et techniques. Alors même si Nice a voulu jouer haut, même si Nice a énormément gêné Paris, peu importe l'équipe que tu es, je pense qu'à un moment donné en Ligue 1, tu es forcé de te retrouver dans cette situation-là, par la qualité technique adverse, de te retrouver dans une zone très basse. Et c'est là qu'il faut être très très bon. Naïm Koro, tu parlais d'Arsenal, la deuxième mi-temps d'Arsenal. Deuxième mi-temps, main de maître, bloc bas. Je défends proche du but, je laisse très peu d'espace, j'agresse. C'était ça ce que tu voulais nous dire tout à l'heure face à Arsenal. C'est ça. En fait, l'objectif d'Arsenal en seconde période, étant donné qu'ils gagnaient et qu'ils savaient qu'ils avaient la capacité d'empêcher le PSG de créer, l'objectif d'Arsenal, c'était de couvrir complètement l'axe, complètement, comme un petit peu ce qu'on voit sur l'image là pour Nice, et de forcer le PSG à se décaler. Et en fait, le décalage ici pour le PSG, il est moins pertinent parce qu'étant donné qu'il y a une présence axiale faible, parce qu'il n'y a pas de neuf. Par exemple, si vous aviez Haaland ou Kane ou je ne sais pas quoi, ce serait beaucoup plus dangereux. Le PSG peut se retrouver dans un match comme contre Arsenal à centrer 20 fois et à ne jamais trouver réception. Et ça, c'est une très, très, très bonne tactique contre le PSG parce qu'en vérité, ils ont le ballon. C'est ce qu'on appelle, voilà, ce qui frustre beaucoup de Parisiens, la position stérile, tu fais plus rien, mais parce que l'adversaire t'empêche d'exister à ce moment-là. Ils font exprès de t'amener sur les côtés. Toi, tu centres et bon, de toute façon, tu es bon dans les airs. Le PSG ne l'est pas. Voilà quoi, en finale. Mais ça demande beaucoup d'attention, car la moindre faute d'inattention défensive entraîne souvent un but. Ce que Nice a plutôt bien fait en première mi-temps. Et il n'y a pas, finalement, là, on voit encore un Hakimi, on voit sa position très haute. Et c'est dans cet état d'esprit aussi qu'a joué Lille. Lille qui a fait vraiment une très très bonne première mi-temps jusqu'au but, jusqu'au pénalty complètement encaissé.
et ils les ont bien gênés. Ils ont même eu un poteau qui aurait permis d'ouvrir le score. Et ben on revoit le même schéma, hein, énormément de densité pour gêner les milieux parisiens, les empêcher de jouer, quitte à, comme tu dis, ouvrir un peu l'axe. Ils ont même par moment monté le bloc assez haut. Donc, jouer contre Paris, ça ne veut pas forcément défendre très très bas. On le voit là avec Reims, je crois que c'est l'image la plus marquante. On a fini par celle-là. Parce qu'en termes de densité, je ne sais pas si on peut faire pire. On a 9 joueurs rémois dans cette zone-là. C'est dingue, hein. Ça, c'est dingue. Ouais. Bon, je pense que c'est légèrement abusé sur ce côté-là, mais Reims a des capacités athlétiques au-dessus de la moyenne qui leur permet de se basculer rapidement d'un côté vers l'autre. Mais c'était pour dire qu'en fait, tu n'es pas obligé de jouer très très bas contre Paris pour les contrer. Tu peux être amené à monter le bloc haut. Par contre, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de vraiment d'être très proches les uns des autres pour pas que les milieux touchent le ballon. Parce qu'avec des joueurs de la qualité de Dembélé, d'Hakimi, de Barcola, si tu as raté ton interception, s'il y a un joueur qui est pas dans le bon tempo, ça partira à la cage. Et sûrement que ces joueurs, tu les reverras pas. Après, Dembélé finira par tirer au-dessus à la fin de l'action, mais ça sera dangereux quand même. Koro, en plus, le match face au PSV, encore une fois, la récupération de balle, elle est haute sur la perte de balle de Dembélé. Oui. J'ai envie de dire que Dembélé a joué en marchand. C'est pas pareil. C'est ça, quoi. C'est ça. Et les récupérations hautes, c'est clairement une des meilleures manières de marquer contre ce PSG-là, étant donné que c'est une équipe très haute naturellement sur le terrain. Il n'y a pas de secret, il y a des clés dans le football qui te permettent de mettre dans des bonnes positions. Récupération haute contre le PSG, tu as les espaces. Et Marseille, en l'occurrence, a des joueurs d'espace, a des joueurs qui peuvent manger les espaces et créer beaucoup de dangers dans ces moments-là. Ce qui demande évidemment beaucoup de concentration pour pas courir dans le ballon pour rien. Sinon, évidemment, tu peux te faire avoir. Arsenal, en seconde période contre le PSG, pendant un temps, avant la fin, était en bloc médian, pas forcément bas, pas forcément haut, mais juste empêcher les relances parisiennes. Et bon, le PSG n'arrivait pas du tout pendant beaucoup de temps à aller dans la surface d'Arsenal. Si l'OM arrive à empêcher justement ces phases-là, moins Neves notamment ou Vitinha auront le ballon, plus ce sera simple pour l'adversaire d'être bien, quoi. Surtout Naïm, que les ailiers, on peut les gérer différemment. Naïm, tu as même réalisé une vidéo un peu sur les faiblesses du Paris Saint-Germain. Ce que nous dit Koro, c'est est-ce que tu as identifié, parce qu'il y a un Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe et un Paris Saint-Germain en Ligue 1. Oui. On dirait que le Paris Saint-Germain est à l'aise, tellement à l'aise en Ligue 1 que peu importe ce qui se passe, il se dit je gagnerai toujours le match à la fin. Par contre, en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Oui, alors, est-ce qu'on peut appeler ça faiblesse ? Je ne sais pas. Disons que c'est des choses sur lesquelles l'OM pourrait travailler et pourrait se servir pour contrer ce Paris Saint-Germain-là. Hein. On sait que c'est très, très compliqué de jouer le Paris Saint-Germain. Là, on voit par exemple Dembélé, qui pour moi va être un joueur clé parce qu'il peut être à la fois déroutant, inarrêtable offensivement, comme il peut faire des choix catastrophiques. Très souvent dans le dernier geste, il rate des passes très faciles qui pourraient faire but. Et là, c'est même plus pire que ça. Il avait des possibilités de jouer vers l'avant. Il a reculé d'une manière assez incompréhensible. Malgré tout, il n'est pas en danger. Il a 2 solutions de passes très simples. Et lui, ce qu'il va faire, c'est chercher une passe très compliquée à l'opposé et qui va être bien lu par Guessant. Guessant qui a fait énormément de mal au Paris Saint-Germain en première mi-temps. Ce qui permet, sur un ballon anodin, de se retrouver en supériorité numérique. Une supériorité numérique qu'ils vont garder jusqu'à la fin. Et avec un peu plus de justesse technique, là, la passe va être ratée. On aurait trouvé le joueur libre. Naïm, c'est ce qu'a eu le PSV hier à la récupération de balle sur Dembélé, sauf qu'ils ont eu la justesse technique pour ensuite la qualité technique pour ensuite crucifier Donnarumma. Pour bien terminer, et on peut espérer qu'un joueur comme Greenwood, qui serait le joueur exactement à la position de Guessant sur cette action-là, a la capacité de le faire. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faudra exploiter. C'est vraiment les déconnexions totales que peut avoir Dembélé par moment dans un match. Il y a une autre chose intéressante que j'ai vue contre Nice, c'est une relance directement du gardien vers Guessant. Et ce qui est marquant sur cette photo, c'est l'espace que je vous ai mis en évidence. C'est une no man land, vraiment. Il n'y a aucun joueur du Paris Saint-Germain sur 40 mètres de ligne de passe vers l'avant-centre. Et ça, on sait que Rouli va très souvent, est capable, et l'a montré plusieurs fois, d'aller chercher directement l'attaquant. La question, c'est de savoir est-ce que Wai va être capable, dos à la cage, de résister à Marquinhos ou à Pacho, comme l'a fait Guessant, pour qui c'est quand même un point fort. Donc, ça montre quand même qu'il y a cette possibilité-là d'aller très, très vite vers l'avant. Et on voit que sur cette action-là, en tout cas, le bon jeu de corps de Guessant et sa bonne prise de balle va lui permettre de se mettre dans le sens du jeu
Et encore une fois, possiblement de créer une situation, même si sur ce coup-là, elle sera mal gérée. Il y a une chose dont on a parlé, c'est Hakimi. Hakimi, autre joueur clé par ses capacités techniques, athlétiques hors normes, sa répétition des efforts, sa vitesse incroyable. Mais le revers de la médaille, c'est que si on a une interception, comme ça va être le cas sur cette action, Hakimi va essayer de s'appuyer intérieur pour proposer derrière. Dante, qui a une excellente lecture du jeu, va l'anticiper. Et on va voir que dans cette situation, Hakimi se retrouve loin de la situation, de l'action. Et surtout, ça crée une très grande zone. Là encore, ça ne va pas être exploité parce qu'il va y avoir un 1-2 avec Dante qui n'a pas la vitesse nécessaire. Mais ça, si c'est un Jonathan Rowe, si c'est un Jonathan Rowe ou Luis Enrique dans cette zone-là, on peut se dire que ça peut aller très vite. Et en fait, la dernière situation, c'est les énormes fautes de concentration que peuvent avoir la défense. C'est peut-être ça que nous disait Koro sur la faiblesse défensive que peut avoir par moment Paris. Là, regardez, si on fiche l'action là, on se dit qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a qu'un seul attaquant lillois qui part. Il y a trois joueurs parisiens dans sa zone. Mais quand vous regardez, il n'y en a aucun qui prend l'information. Ils vont tous le laisser partir. Pacho va se faire éliminer de manière assez naïve. Et ils vont se retrouver avec 3 joueurs lancés au bord de la surface de réparation. Ça va être mal géré parce que la première passe est un peu mauvaise. La deuxième, du coup, cela sera également. Il n'arrivera pas à la rabattre et la mettra, au lieu de la mettre le long de la ligne dans la course d'attaquant, il la mettra trop en retrait. Mais voilà, il y a des possibilités. On se doute bien que contre Paris, il n'y en aura pas énormément. Mais on se rend compte que si on est juste techniquement, si on est agressif dans les duels et qu'on sent bien le jeu sur certaines récupérations, il y a des possibilités pour les mettre en danger. Et c'est ça qu'on voulait voir avec toi, Koro. Est-ce que c'est des axes de faiblesse que tu as pu voir toi aussi du côté du Paris Saint-Germain? Sincèrement, l'analyse, elle est très pertinente parce que j'allais vous dire que la meilleure chose pour l'OM, c'est vraiment d'espérer que le PSG soit comme ça, bien haut, et exploiter à fond le couloir Hakimi, Dembélé. Pourquoi? Parce que, vous savez, sur le papier, le PSG est considéré comme un 4-3-3. Dans l'animation, c'est un 3-2-5. Avec, comme vous l'avez compris, Hakimi qui a un système hybride. Il est dans la ligne de 5 offensivement et en cas de perte, il doit redescendre dans la ligne de 4 défenseurs. Ce qui fait que le déséquilibre sur ce côté, il est immense. Et tu as montré tout à l'heure, là, Hakimi qui tentait une passe à Dembélé, une récupération adverse. En cas de récupération à ce moment-là, il faut marquer pour l'adversaire. Il y aura certes un repli conséquent, beaucoup de pressing, un contre-pressing de la part de Vitinha, potentiellement Neves ou quoi. Mais l'OM, c'est une des équipes en Ligue 1 largement qui a la capacité et technique et je pense même physique sur certains joueurs pour réussir à conserver le ballon, pour réussir à relancer proprement et pour réussir à se projeter. Et en plus de ça, ils ont la finition, quand même. Donc oui, oui, non, c'est clairement les axes de grosses faiblesses parisiennes. Vous savez que le PSG affronte le Bayern bientôt. Quand vous savez à quel point le Bayern est fort dans ces moments-là, ça fait peur. Sincèrement, ça fait peur. Et oui, ça prouve à quel point il y a vraiment de quoi pour l'OM, hein. Est-ce que Vraiment. tu penses, Koro, qu'il y a un problème aussi quand on a ciblé les défauts visibles? Est-ce que tu penses aussi que Paris n'arrive pas à résoudre son problème de qualité individuelle, notamment défensivement? Quand je parle de qualité individuelle, je vois la recrue, le défenseur central Pacho et je vois Marquinhos. J'ai l'impression, on n'est plus sur du Marquinhos de niveau Ligue des Champions. Il a un peu de fébrilité défensive. Ouais. Vous encaissez énormément de buts. Lucas Hernandez s'est fait les croisés. Skriniar, c'est Ouais. peut-être l'une des plus grandes arnaques peut-être des 10 dernières années dans le recrutement parisien parce qu'il a été recruté blessé. Tout le monde savait qu'il avait ses problèmes de dos et qu'il était sur la fin. Et en plus, en Ligue 1, avec sa vitesse, tu savais que ça allait poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème dans l'axe défensif? Est-ce que c'est peut-être pas le point le plus faible du Paris Saint-Germain cette saison? Alors, je pense que c'est une défense où tu peux les chercher. Et tu montrais tout à l'heure Naïm Guessant, qui, sur la passe de Dembélé, a bien surgi. Plus tu surgis sur cette défense parisienne, plus tu peux être très fort. Parce que c'est pas, je pense, une défense. Enfin, c'est une défense un peu propre. Si tu les bouges un peu physiquement, sincèrement, oui, tu peux vraiment souvent avoir des récupérations très, très hautes pour le coup, comme on l'a vu sur Nice et tout. Et c'est également une défense et une équipe en général qui manque beaucoup de taille et de qualité aérienne. Et ça, c'est extrêmement important à noter. À l'époque, il y avait peut-être Mota, il y avait Thiago Silva notamment et tout. Sur les ballons longs, balancés, tu parlais notamment de Rouli. Bon, allez, tu peux récupérer. Mais le PSG est très, très, très faible dans les airs.
je pense que c'est largement une des équipes les plus faibles d'Europe sur ce niveau-là. Et pour vous dire, parfois, un ballon long balancé pleine surface sur la tête d'un joueur peut aller en but. C'est vraiment possible. Donc, ouais, je pense c'est forcément une défense globalement faible. Il y a honnêtement Pacho est propre, hein, c'est pas le truc, mais Pacho, il s'est déjà trouvé. Honnêtement, il s'est déjà trouvé. Le dispositif même du PSG, l'animation est très haute, donc factuellement, tu te mets déjà à mal. C'est pas du tout une équipe défensive. Et le manque de taille globale, encore si tu avais des milieux qui pouvaient revenir, contribuer vraiment, voilà, à être bon défensivement, mais vu que c'est des joueurs surtout techniques qui se projettent, qui contribuent au jeu, ouais, c'est clairement, ouais, défensivement, c'est pas une bonne équipe. Ce n'est pas une bonne équipe. Regardez le nombre de buts qui se sont pris et le nombre d'occasions même que le PSG s'est pris. Il y a beaucoup de matchs où il y a eu beaucoup d'occasions adverses. Et c'était pas le cas à une époque. C'était pas le cas à une époque, vraiment. C'est clair. Hein. Ouais, en tout cas, sur ça, Naïm, il y a un autre. On a parlé des points faibles, des difficultés, mais par contre, on pensait avoir soufflé quand on a vu Kylian Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain. On a dit enfin, c'est bon, notre bourreau, parce qu'il faut avouer, Mbappé nous a fait très mal. Sans Mbappé, je pense que Paris ne gagne pas tous ses derniers classicos. On n'a jamais battu le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé lors d'un classico parce que c'est probablement ce qui se faisait de mieux lors d'un classico. Même Zlatan, à son top level, n'était pas aussi performant classico que Kylian Mbappé. Sauf que, on s'est dit, c'est bon, Mbappé, il est parti. Sauf qu'il y a un joueur qui s'est révélé être, en début de saison, aussi efficace que Kylian Mbappé en Ligue 1. Ouais, malheureusement, hein, c'est quelque chose que je t'avais souvent dit, que le jour où Mbappé partirait, toutes les équipes qui ont de l'ambition ne devraient plus commencer la saison en se disant ça y est, Paris est champion. Et tout à l'heure, justement, il y a un mot qui revient beaucoup en ce moment, hein, depuis hier soir, depuis le match du PSV, c'est l'efficacité. Ça date pas, le problème d'efficacité de Paris ne date pas d'hier soir, mais ça a été encore peut-être la goutte d'eau. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins en championnat. Pourquoi ? Parce qu'en championnat, on a un Barcola qui est incroyablement chirurgical. Et on a mis en évidence certaines situations qui, en plus, vont être mises en rapport avec ce qui s'est passé hier soir contre le PSV. Donc là, il fait un magnifique une de plein axe contre Lille. Il utilise sa vitesse pour prendre beaucoup d'avance sur son défenseur. Mais malgré tout, on va avoir un Lucas Chevalier qui sort bien et qui va bien lui fermer l'espace. Et vous allez voir qu'il faut vraiment qu'il réussisse un tir parfait vu le peu d'espace qu'il a pour finir par marquer petit filet. Et c'est exactement ce qu'il va réussir à faire. Et du coup, va tuer un peu le match avant que Lille revienne un petit peu en fin de match. Mais c'était un but qui était très loin d'être acté. Celui-là, il est très intéressant parce que le défenseur rennais, pour moi, joue pas mal le coup. Il est proche de lui pour l'empêcher de revenir à l'intérieur. Et la zone que j'ai mise, c'est la zone vers laquelle il veut l'emmener. Et on voit sa position du corps que le défenseur est prêt à intervenir s'il part dans cette zone-là, même si l'énorme différence de vitesse peut faire que Barcola aurait fait la différence. Mais au pire, il serait sur son pied gauche. Sauf que il va réussir à, malgré le peu d'espace, à enrouler parfaitement et à trouver le petit filet. J'ai mis l'image derrière pour vous montrer où finit le ballon. Et pourquoi celle-là, elle est très intéressante ? Parce qu'hier, il a une situation à peu près dans la même situation. Et il la met sur le gardien. Donc, c'est la différence peut-être en ce moment d'efficacité entre le PSG championnat et le PSG Ligue 1, le Barcola championnat et le Barcola Ligue 1. Mais en Ligue 1, il fait des ravages dans sa finition. Là, pareil, la distance est énorme à la cage. Et malgré tout, il va réussir un tir quasi parfait. Ça va finir sur le poteau, mais ça va quand même entraîner but parce que c'est bien suivi derrière. Je crois que c'est Canguilly, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, il a une finition qui est incroyable depuis le début de la saison. Et la dernière que j'ai mis, c'est celle de la première journée contre Havre. Il est entre 4 joueurs. Il va d'abord réussir un petit exploit pour passer entre deux. Et malgré l'énorme densité qu'on voit ici, là, le peu de temps qu'il a pour armer, il va parfaitement finir et trouver là-bas le deuxième poteau. Et pareil, pourquoi j'ai mis celle-ci ? Parce que c'est une situation à peu près semblable qui est arrivée hier soir contre le PSV et où il n'a pas conclu. Et en fait, tout ça, ça rend les choses vraiment très compliquées parce que qu'est-ce qui faisait la différence entre un Mbappé et un Dembélé, par exemple ? Le type de joueur de Dembélé, que peut être aussi le type de joueur comme Doku, qui font des énormes différences, et c'est cette capacité à finir. Et Paris, cette année, je pensais qu'ils ne l'avaient pas. Je pensais qu'entre Barcola et Dembélé, ils avaient des joueurs d'énorme qualité qui allaient faire de grosses différences, mais qui allaient beaucoup pêcher dans la finition, parce que c'est ce que faisait aussi Barcola par le passé. Hein.
Sauf que là, depuis le début de la saison en Ligue 1, il a totalement passé un cap à ce niveau-là. Donc la question maintenant qu'on va devoir se poser, c'est quel Barcola on va avoir dimanche, sachant que c'est peut-être un match type des champions. C'est vraiment une très bonne question parce que tu vois, là, déjà, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a un Barcola Ligue des Champions et un Barcola Ligue 1. Et c'est compliqué d'y répondre. Je me dis peut-être qu'en Ligue 1, le PSG est tellement dominant, vous le voyez bien, qu'ils peuvent peut-être se permettre même de jouer mentalement plus léger et vraiment très, 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 très haut sur le terrain. Bon, naturellement, Barcola est beaucoup plus alimenté en Ligue 1, de mémoire, qu'en Ligue des Champions. C'est un joueur où il doit avoir des ballons. Je pense vraiment qu'un Barcola où, voilà, je vous prends un exemple, je sais pas, par exemple, Balerdi, il arrive à vraiment bien, bien le serrer et à lui empêcher d'être alimenté en ballon, il peut ne pas exister du match. Contrairement à un Dembélé où c'est un joueur très frustrant, mais Dembélé fera toujours son Dembélé. Il ratera des trucs, mais il va créer des différences. Et oui, oui, aujourd'hui, le penchant de finition de cette équipe, c'est Barcola. C'est clairement Barcola. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur qui a le plus de chances de marquer au PSG. Franchement, alors que voilà, c'est pas non plus, vous avez compris, c'est pas Kane ou je sais pas quoi. Mais oui, c'est lui, en plus de tout ce qu'il peut faire. Pourquoi voilà, il y a un Barcola PSG, un Barcola Ligue 1, un Barcola Ligue des Champions? Quel Barcola on va voir? Je considère que si on a un OM qui empêche vraiment le jeu sur le côté de Barcola, eh bien, on pourrait voir un Barcola Ligue des Champions. Surtout si le PSG se tue entre guillemets à jouer énormément côté droit, comme ceux qui font énormément, énormément. Ça va être tactiquement où De Zerbi devra vraiment, vraiment essayer de bien, bien placer ses joueurs, pourquoi pas même des prises à deux, pour complètement empêcher la construction parisienne. Ce qui est possible, hein. Ce qui est totalement La, possible. la semaine dernière, avec le supporter de Montpellier, je lui avais posé une question qui nous a porté chance. Donc j'ai envie de te poser la Ah, même, vu que c'est à toute proportion gardée, le même ressenti que j'ai. Est-ce ok. que tu trouves qu'Ousmane Dembélé, alors c'était pour Accor Adams que je lui avais posé la question, au final, est-ce que tu trouves qu'Ousmane Dembélé est un joueur rentable? Parce que la vraie question, c'est ça. Est-ce que c'est un joueur qui passe 9 fois sur 10 son vis-à-vis, mais qui 9 fois sur 10 va rater la passe derrière? Est-ce qu'au final, c'est rentable? Je te dirais que Dembélé serait rentable avec un top attaquant. Mais sans, non. Sans, non, parce que c'est trop frustrant pour lui, pour tout le monde. Et comme tu sens quand même que c'est un joueur qui veut avoir cette responsabilité d'être un peu le leader de l'équipe offensif, voir un Dembélé qui frustre tout le monde, Luis Enrique, il est sur le banc, il est comme ça, il le fait pas sortir parce qu'il doit marquer, il doit marquer, il doit marquer. Il marque pas, il le fait sortir à la 90e. Aujourd'hui, je pense que c'est pas un joueur rentable parce que ce qu'il fait, il le fait bien. OK, mais il y en a vraiment des joueurs qui peuvent faire ça. Sincèrement, il y a des joueurs et peut-être moins dans la folie, moins dans voilà la différence pure et dure. Peut-être un joueur un peu plus précis, peut-être un joueur voilà qui combine mieux, qui, je sais pas, est un peu plus juste dans ses choix qu'un joueur comme ça. Mais si tu me dis aujourd'hui, il y avait vraiment un monstre, monstre, monstre offensif au PSG, voilà, un Haaland ou un Kane, je t'aurais dit, il serait, je pense, plus rentable. Mais à l'instant T, je te dirais plus non vis-à-vis de ces arguments. Je sais pas ce que tu en penses, mais Euh, je te dirais plus ça, quoi. Moi, je te dirais qu'il a les monstres en équipe de France. Il a eu les monstres au Ouais, Paris Saint-Germain et il y a toujours à la fin cette sensation de ouais, frustration d'un joueur tellement, tellement talentueux, tellement ouais, imprévisible, c'est meilleur dribbleur potentiellement au monde sur les ouais, changements de rythme. Personne n'a jamais réussi à arrêter Dembélé un contre un. Aucun défenseur n'a ouais, jamais réussi à le stopper. Mais par contre, peu importe l'attaquant qu'il a pu avoir avec lui en équipe de France, il a eu quand même des top players mondiaux. Il a toujours ce problème-là et je pense que c'est quelque chose qui ne se résout plus. ouais, Euh, ouais, je vais rajouter un truc par rapport à ce que tu dis parce que c'est vrai et je pense que ce qui dessert énormément Dembélé aujourd'hui, c'est que c'est un joueur qui a quoi là? Il a 26 ans. Bon, il a encore, peut-être plus, je sais plus, mais il a encore des années devant lui. Par contre, tu ressens, une sorte d'immaturité dans le jeu et c'est, je pense, ce qui le dessert le plus. C'est un joueur qui peut être très solo. Il y a vraiment plein, plein d'actions où tu as Dembélé, il est là, il tire seul, je sais pas. Vous savez qu'en Ligue des Champions, même contre Gérone, hein, il y a un moment, il est en face à face avec le gardien. Il Elle y a était magnifique, Barcola qui est celle-là. seul à côté. Et c'est C'est pas la peut-être la première plus belle fois. action de l'année. C'est ça, mais c'est choquant. Et la combinaison du tout, là, je suis d'accord avec ce que dit Bilal, hein, honnêtement, il a eu des top joueurs. Malgré ça, il pouvait tirer
à 20 mètres, donne sur la lune, ou voilà, bref. C'est un joueur de frisson. Je pense pas que Ouais, c'est un joueur fiable. C'est ouais, pas un joueur fiable. il Je n'a pense pas que c'est les un joueur. 20 il a pas les 25 passes D dans une saison, tu vois. Il C'est n'a pas ça. les 30 passes décisives. Tu vois, s'il avait les C'est 30 un passes joueur de décisives, frisson. voilà, c'est un joueur frisson, je suis d'accord avec toi. Ben, on va basculer sur, pour clôturer cette superbe émission, parce qu'on se régale avec toi, Kouro. Franchement, c'est Ah, un immense magnifique. plaisir. On pourrait parler pendant des heures football entre, Magnifique. entre deux équipes. Voilà, maintenant, on va rentrer. J'ai envie de te poser une question qu'on pose d'habitude, mais là, c'est pas la même chose. Là, on est en mode classico, Kouro. Ok. Toi, supporter parisien qui a l'habitude de gagner contre l'Olympique de Marseille depuis quasiment plus de 10 ans, est-ce que tu penses que Paris peut perdre dimanche réellement, hein? Est-ce que tu penses que c'est possible que le PSG puisse perdre au Vélodrome? Et quel est ton prono, bien évidemment, derrière? Je vais être totalement honnête. Oui, je pense que le PSG peut perdre dimanche. Complètement. Et je me base sur des faits qui, je pense, sont vraiment objectifs, et je me base par rapport à ce que montre l'OM. Parce que pour perdre, il faut qu'une équipe gagne, tout simplement. Et l'OM a des points forts qui peuvent exploiter les points faibles parisiens, totalement. Et vous savez, pour moi, ce qui est le plus dangereux dans cet OM-là, vis-à-vis de ce PSG-là, c'est qu'il y a OK le PSG Ligue 1 qui se génère beaucoup d'occasions, qui en rate, mais qui est globalement efficace. Et il y a le PSG Ligue des Champions qui a beaucoup d'occasions, mais qui n'en met pas. OK. Le truc, c'est que l'OM a une des clés les plus importantes pour le football actuel, c'est être froid dans son réalisme, mais des 2 surfaces. Le football, je le disais un peu en intro, tu peux avoir le jeu du siècle, machin, tout ce que tu veux. On a déjà eu cette sensation de c'est pas la plus belle équipe qui a gagné, mais l'équipe la plus froide, en fait, la plus froide dans sa lucidité, dans sa finition, dans son réalisme. Aujourd'hui, l'OM a quoi? Défensivement, OK, il y a des failles, c'est vraiment une nouvelle équipe et tout. C'est aussi une équipe qui est vraiment axée offensif. Mais il y a Rouli qui est exceptionnel. Je crois que Rouli est c'est dingue de se dire que l'OM aujourd'hui a énormément marqué, est parmi les meilleures équipes de France, et on peut noter parmi les meilleurs joueurs de la saison déjà un gardien. Ça en dit long sur la capacité du gardien à être décisif, mais tu es obligé. Quand le Real Madrid va gagner des Ligues des Champions, bah, tu as une saison, c'est Courtois-Benzema, et voilà, le réalisme. La saison dernière, c'était Ouais. quoi? C'était Vinicius. Donc l'OM a Rouli. Si Rouli, bah, il fait 1, 2, 3, 4 arrêts sur, Dembélé, Barcola ou quoi, la frustration, elle monte. Tu as la pression du Vel qui augmente. Bon, déjà là, c'est chaud, et en plus de ça, je suis parti voir avant de faire cette émission avec vous, l'OM est l'équipe qui a la surperformance des expected goals la plus Ah importante oui, en Ligue 1. ah oui, C'est-à-dire que, voilà, nombre c'est d'occasions. l'équipe qui arrive à être super, super, super décisive. Je vous prends rien que les 3 buts contre Lyon, ils sont absurdes, c'est fou, c'est choquant. Moi, vraiment, ces éléments-là, et je ne vous parle même pas des profils des joueurs de projection. Rabiot, il peut manger les espaces. Il y a des gros, gros récupérateurs comme Højbjerg, très, très bon passeur également comme lui. Tu as des ailiers de percussion monstrueux. Comme tu as cette finition des 2 surfaces, je vais pas dire je suis le mec le plus serein ou quoi, vis-à-vis de je connais mon équipe, je connais les faiblesses de cette équipe-là, et je vois les forces de l'OM. Ton Factuellement, oui, prono? pour moi, le PSG peut perdre. Mon prono, parce que je peux pas dire une défaite parisienne, ça me ferait trop mal. Je vais dire un match nul. Un match nul me paraît OK. Pourquoi? Parce que factuellement, le PSG, bon, devrait quand même marquer. Par contre, j'imagine totalement l'OM marquer également. Ah honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir un OM à la maison avec ce PSG-là, au vu de la physionomie, ne pas marquer, sachant que le PSG, OK, voilà, a pris que 8 buts, je crois, en Ligue 1, mais il y a eu des occasions, quoi, pour les adversaires dans quasiment tous les matchs. Donnarumma, il a dû être employé pas mal de fois. Non, franchement, l'OM qui marque, le PSG qui marque, OK, mais franchement, dans l'absolu, je vous jure que je pourrais donner une victoire marseillaise pour de vrai, mais je vais dire un nul. Je pense qu'un nul peut arriver, et ce serait, une déception, hein, pour moi, forcément. Ah Ce bah serait oui, une oui. déception. Je sais pas pour vous, ce serait quoi, mais bon, Bah, je pense que ce serait, alors moi, je remets dans le contexte, je pose la question à Naïm quand même. La seule équipe à avoir battu le Paris Saint-Germain, c'est Arsenal cette saison. C'est-à-dire que ouais. même Paris, en étant moyen, en ayant des difficultés en Ligue 1, ne perd pas. Ne perd pas du tout. Donc la question, Naïm, c'est maintenant ton pronostic
Et ta sensation avant ce Classico, ton expérience, ton vécu, ton passé, on sera au Vélodrome. Tu sais comment ça se passe ces dernières années au Vélodrome pour un Classico. Des tifos sont prévus, des tifos extraordinaires sont prévus. Le stade sera en ébullition, la folie. Mais on est l'OM. Ouais, c'est sûr. Avant le match contre le PSV, j'étais quand même assez pessimiste. Là, il y a un petit facteur qui a changé, c'est que cette inefficacité qu'ils ont eue contre le PSV, ça rejoint un peu ce que disait Coro. Si la première action, Rouli fait une grosse parade, dans les têtes, ça peut énormément jouer. J'ai envie de penser qu'on peut tenir et qu'on va faire match nul de partout, sachant qu'un joueur comme Greenwood va sur ces gros matchs-là, je pense, marquer l'occasion qu'il aura. Mais voilà, si j'écoute un peu ma tête, je pars sur un 2-2. Si j'écoute le cœur, je mets un remake de la saison 2006 avec un 1-0 but de Rabiot sur corner à l'image de Lorik Sana. Ah mais attends. Alors là, j'avoue que tu as mis la barre quand même très très haute. Une victoire de l'Olympique de Marseille. Alors, il y a le supporter qui rêve, le supporter qui a envie de s'envoler, il y a le supporter qui se dit gagner un Classico avec Roberto De Zerbi. Donc, il y a un grand coach, grand match. Roberto De Zerbi et Luis Enrique en face, des top players sur le terrain. C'est peut-être la première année où on a autant de joueurs avec des grandes qualités individuelles. Højbjerg, Rabiot niveau Ligue des Champions, Greenwood niveau Ligue des Champions, Rouli actuellement niveau Ligue des Champions. Par contre, moi, je ne suis pas aveugle. Ma défense, pour moi, elle n'a pas du tout le niveau Ligue des Champions. Donc, je sais qu'un Ulysse Garcia, un Brassier, un Murillo, voire Cornelius et Balerdi, c'est quand même pas assez fort c'est pas du niveau de Arsenal, tu vois, pour éteindre le Paris Saint-Germain. Il faut pas d'erreur, il faut de la concentration, il faut de l'agressivité, il faut de l'intensité. Pour le moment, on n'a pas vu encore l'intensité côté marseillais. On a plutôt vu un côté clinique en contre. Alors, le coach a dit on va courir beaucoup. Il faut courir beaucoup. Il faut du courage, de la fierté, courir beaucoup. Donc, comme je me dis qu'ils vont courir beaucoup, ils vont avoir de la fierté. Je pense que ce serait un match. Il faudra garder les nerfs solides. J'espère qu'il n'y aura pas de carton rouge pour l'Olympique de Marseille parce qu'on est tellement habitué à prendre un rouge dans les matchs de Ligue 1. Donc, 70% de nos matchs, on a pris un carton rouge où on a joué à 10 contre 11. Et j'ai peur que certains joueurs, il y a beaucoup de jeunesse aussi dans cette OM, j'ai peur que certains joueurs craquent mentalement sous la pression marseillaise. Donc, mon cœur me dit que l'OM peut essayer de faire une victoire 2-1, mais ma raison me dit que je sens quand même Paris l'emporter au Vélodrome, même si ça me ferait très très mal. J'ai du mal encore à voir cette OM-là, elle n'est pas encore assez prête pour essayer de renverser Paris, elle n'a pas encore assez de certitude défensive pour renverser ce Paris Saint-Germain-là. Mais sur un match, le football peut nous vendre du rêve, donc je rêve d'une victoire de l'OM, mais je suis quand même assez réaliste sur les temps de passage de l'OM et les temps de passage du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est sûr. Maintenant, écoute, on verra ce que ça va donner, mais tu as totalement raison sur tout ce que tu as dit. Hein. C'est une réalité, mais la vérité du football et du stade Vélodrome fait que parfois il y a des miracles. On sera présent au stade dimanche pour attendre un miracle. Eh ben, en tout cas, cette émission touche à sa fin. Coro, merci mon pote, c'était un régal. Merci infiniment à vous. Vraiment, on s'est régalé avec toi. Ça, on sent le vécu, on sent la précision chirurgicale, on sent l'œil de l'expert, on voit que ça tourne la vidéo et que ça regarde dans les détails pour sortir le côté croustillant de ce que ne peut pas. Et la passion, ouais. En tout cas, encore merci à toi, Coro. On s'est régalé avec toi. Merci infiniment à vous. Merci infiniment. Et je vais remercier bien évidemment, j'oublie à chaque fois tous les abonnés, les gars qui like, qui partagent. Vous êtes vraiment des monstres, vous nous régalez. Cette semaine de Classico, on aura probablement vendredi soir, on vous donne rendez-vous, il y aura un live exceptionnel sur YouTube. On va essayer de faire un live OM versus Paris. On va parler des anciens Classicos, on va parler de l'histoire de OM Paris. On parlera un petit peu du match bien évidemment, mais on reviendra vraiment sur tout ce qui a fait cette folie. Et on a hâte d'être déjà à dimanche. Merci à tous, à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez jamais, allez l'OM.